Bienvenue dans Santé Environnement, le podcast qui lie les mondes de la santé et de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir non pas un ou une soliste, mais un trio composé de Isabelle Carrard, professeure associée, Carolina Cerquera, assistante HES, et Sidonie Fabi, maître d'enseignement, toutes associées à la filière nutrition et diététique de la Haute École de Santé de Genève. Bonjour. 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 Alors, il est de plus en plus fréquent d'associer l'alimentation à des problèmes de santé, diabète, surpoids, cancer. Mais l'alimentation n'est pas seulement liée à des problèmes de santé, mais également à des problèmes environnementaux. Pris au niveau des individus, c'est à peu près un quart de l'empreinte écologique qui est associée à l'alimentation. Nous sommes donc sur un sujet clé de la santé environnementale. Vous avez participé à un projet de promotion d'assiettes végétariennes au sein des cafétérias de la HESO. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Isabelle Carrard ? Mais volontiers. Alors en effet, c'est un projet qui a été mené par l'équipe ici présente, plus une assistante, Valéria Bertoni, de la filière. C'était financé par un appel à projet du domaine santé de la HESSO. Et puis, le but donc, de ce projet, c'était vraiment de promouvoir l'achat de l'assiette végétarienne dans une cafétéria. Et le partenaire de terrain qui s'est prêté au jeu, c'est la Haute École EPIA, la Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, et puis Eldora, qui est la société de restauration collective qui gère la cafétéria du site EPIA Prairie. Donc, le but de l'étude, c'était vraiment de promouvoir l'achat de cette assiette végétarienne, qui est une assiette en fait équilibrée, composée de protéines aussi, mais sans chair animale, et puis qui a effectivement des avantages tant au niveau santé que durabilité. Mais c'était pas, le but, c'était pas de rendre tout le monde végétarien, ni de rendre la cafétéria végétarienne. C'était vraiment d'utiliser le setting de la cafétéria pour trouver un moyen de changer un peu les habitudes des consommateurs, que le choix pour eux soit un peu plus facile. Donc, on voulait faire une campagne promotionnelle pour encourager à l'achat de cette assiette. Mais pour déterminer le bon message, en fait, on s'est appuyé sur un modèle théorique qui s'appelle la roue du changement de comportement, qui propose d'évaluer les barrières et les facilitateurs à l'achat de cette assiette. Et puis, après, on pouvait utiliser cette sorte de diagnostic comportemental comme levier, en fait, pour faire un message adéquat. Alors, on a récolté des données avec des questionnaires et puis des focus group. Et puis, une fois qu'on les a analysés, ce qu'on s'est aperçu, c'est que pour promouvoir l'achat de l'assiette végétarienne, en fait, c'était mieux de ne pas trop mentionner le terme végétarien, ni de trop axer le positionnement de notre campagne sur le végétarien, parce que pour les personnes qui ne sont pas végétariennes, ça élève plutôt ça suscite, disons, des résistances. Et puis, les gens sont quand même assez attachés à leur libre choix. Donc, voilà, on avait certaines barrières qui étaient que l'assiette végétarienne, elle semblait moins attractive, moins rassasiante. Voilà, même si les gens ils savaient qu'elle avait moins d'impact négatif sur l'environnement, c'était en fait juste pas une habitude de la prendre. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les gens, ils manquaient vraiment de connaissances où ils avaient des représentations qui étaient des fois fausses par rapport à l'équilibre alimentaire ou par rapport aux protéines végétales. Et puis finalement, ce qu'on a trouvé comme facilitateur au choix de cette assiette, c'était le prix. Et puis le fait que la santé, c'était un meilleur motivateur en fait que l'environnement. Donc, on a renoncé à notre campagne promotionnelle qui aurait un message genre le végétarien, c'est bien. Et puis, on a plutôt demandé à Fourchette Verte, qui est une association qui est bien connue et puis qui promeut l'alimentation équilibrée et durable, de venir faire un stand où ils ont vraiment proposé des activités sur l'équilibre alimentaire, sur justement les protéines, la variété des protéines, y compris les protéines végétales. Et puis qui permettait de répondre aux questions du public, en fait, de cette cafétéria. Et puis, c'est un stand qui a bien marché, on a été contents, mais c'est vrai que cette étude nous a vraiment montré que voilà, les barrières et facilitateurs, ce n'était pas forcément ce qu'on pensait. Et puis que c'était important d'en tenir compte, que les changements dans les habitudes allaient se faire progressivement, qu'il fallait les accompagner, et puis faire attention à ne pas soulever des résistances. Vous avez pu un peu... Il y a eu quand même des modifications entre le avant et le après. Il y a eu un petit peu plus d'assiettes végétariennes qui étaient choisies ou...
Non. Alors pas avec juste une action, c'était instant sur une semaine. Ce qu'on a pensé, c'est que c'était une action qu'il fallait vraiment répéter. Mais la réalité, c'est que l'équilibre des ventes entre les plats végétariens et non végétariens semble être déjà un peu posé, et puis qu'il est difficile à modifier juste avec une action comme ça temporaire. D'accord, répéter dans le temps. Oui. Alors justement, si on essaie de revenir un peu plus loin, que ce soit pour la santé ou pour l'environnement, est-ce qu'il nous faut arrêter de manger de la viande, Sidonie Fadi? Alors oui, la viande a un impact sur ces deux éléments, la santé comme l'environnement. Toutefois, ce n'est pas les mêmes impacts et c'est très complexe et ça dépend d'énormément de facteurs. D'un point de vue de la santé, c'est surtout les viandes transformées, comme la charcuterie, qui ont un impact très négatif. Et puis pour l'environnement, c'est avant tout les morceaux nobles du bœuf qui ont le plus d'impact. Donc lorsque l'on accompagne les individus dans des changements de consommation, un point qui relie ces deux éléments, santé comme environnement, c'est probablement le concept du nose to tail, c'est-à-dire de réapprendre à cuisiner tout l'animal, ce qui permettrait ainsi d'apporter des protéines de bonne valeur nutritionnelle et de limiter les impacts sur l'environnement. Il y a des personnes qui peuvent sans souci être végétariennes, on arrive à avoir un équilibre nutritionnel en tant que consommateur végétarien de manière tout à fait adéquate. Toutefois, il y a quand même une part de la population qui a des vulnérabilités au niveau nutritionnel et pour qui ce serait dangereux d'enlever la viande comme ça. Je pense notamment aux personnes âgées et pour des raisons métaboliques, mais aussi comportementales et puis d'habitudes de vie. On ne change pas à 80 ans les habitudes alimentaires, donc ça serait dangereux. Donc ça pose des questions éthiques si tout d'un coup on se disait on devient tous végétariens pour ces populations-là, par exemple. Donc c'est pas si simple que ça. Et puis ça dépend d'énormément de facteurs aussi, dans quel pays on est. On n'a pas le même impact de production, par exemple du bœuf, entre la Suisse ou la montagne, où on a de l'eau, de l'herbe et autres, et où on a besoin d'une certaine manière, en termes économiques, de ce type d'élevage. Et puis d'autres régions du monde où on doit tout importer pour pouvoir produire du bœuf. Alors oui, on doit limiter sa consommation de viande en Suisse, on en mange trop. Peut-être qu'on peut faire un effort au niveau de la santé pour limiter certaines viandes qui sont plus impactantes, comme les charcuteries, et puis faire quand même attention auprès de certains publics pour qui ça serait dangereux de la supprimer d'un coup. Alors justement, comme c'est un sujet dont on parle depuis maintenant quelques années, il y a des propositions maintenant concrètes pour lier conjointement donc, ces problématiques de santé et d'environnement, ou en tout cas y répondre. Notamment, il y a une initiative qui est l'assiette du Lancet, du journal du même nom. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette assiette, Carolina Cerca? Oui, bien sûr. Alors, c'est une assiette qui est dite de santé planétaire, donc qui a été réfléchie à la fois pour optimiser la santé humaine et aussi pour préserver l'environnement. Selon le HIT Lancet, donc cette assiette de santé planétaire, elle doit comprendre environ une demi-assiette de fruits et légumes, et l'autre moitié, elle devrait être constituée principalement de grains entiers, de protéines végétales, d'huile végétale non saturée et éventuellement des protéines animales en quantité modérée. Donc voilà ce qui est proposé. Et nous, ce qu'on a fait à la filière, on a proposé une activité aux étudiants de première année, bachelor. On leur a proposé de mettre ça en pratique. Donc on a proposé de faire une semaine d'engagement pour la planète, donc en prenant seulement le versant écologique. Et du coup, les étudiants, ils étaient par équipe et ils ont dû prendre un engagement collectif plus 2 engagements individuels en lien avec leur consommation alimentaire. Donc ils sont basés à la fois sur le HIT Lancet, mais aussi sur les fiches de l'Office fédéral de l'environnement en collaboration avec Belong et aussi sur les footprints de la SSN, donc de la Société suisse de nutrition. Ce qu'on a pu remarquer en conclusion, c'est que quand les engagements choisis pour soi-même étaient plus faciles donc, à mettre en place que les engagements qui étaient imposés, donc les engagements collectifs. Donc les étudiants ont aussi remarqué que parfois c'était plus compliqué, plus difficile à mettre en place en tout cas. Mais c'était intéressant qu'ils puissent tester ça, puisque ça a poussé à la réflexion, ça leur a aussi permis de découvrir et de voir ce qui était faisable.
Ils l'ont fait facilement, avec plaisir. Oui, on a eu de très bons retours sur cette semaine d'engagement et on va faire ça l'année prochaine aussi. Donc, on voit que c'est une problématique qui touche l'individu. On peut aussi voir, quand on regarde les impacts environnementaux, notamment liés aux chaînes logistiques, aux invendus, etc., que c'est un problème de société. Selon l'association WWF, 2,8 millions de tonnes de denrées alimentaires sont perdues chaque année en Suisse, soit 330 kilos par personne et par an. Cela représente à peu près un quart des gaz à effet de serre produits par notre alimentation. Que faire, Sidonie Fabi? Alors, que faire? C'est évidemment agir à plusieurs niveaux. On se rend compte en fait que poser la responsabilité sur les individus, ça ne sera pas suffisant. Parce que les modélisations qui ont été faites entre ce qui est consommé en Suisse, ce qu'il faudrait faire pour la santé et ce qu'il faudrait faire pour l'environnement, montrent que même si on était tous véganes, on ne mangerait pas du tout de protéines animales, on n'arriverait pas aux fameux 700 kilos, enfin une tonne d'équivalent carbone. Donc ça ne serait pas suffisant. Et donc c'est vraiment des mesures structurelles qui doivent être mises en place, des changements de structure au niveau collectif. Et puis, un des leviers essentiels, c'est le gaspillage, comme on entend souvent. Et à ce niveau-là, le Conseil fédéral, déjà en avril 2022, a mis en place son plan d'action contre la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui commence, donc on est en plein dans la première phase. Il y a 2 phases, une 2022 et une qui commencera après 2025. Et pour l'instant, c'est toujours au niveau d'un accompagnement volontaire, en fait, d'un engagement volontaire de toute la chaîne de production alimentaire, de la production, donc l'agriculture jusqu'à la distribution et autres. Donc il faudra voir. Moi, j'y crois pas trop parce que les engagements volontaires, on a vu qu'il y avait ses limites, mais disons que c'est un peu les politiques en Suisse. Et puis à Genève, c'est le service cantonal du développement durable qui coordonne un groupe de travail sur le plan d'action cantonal contre le gaspillage alimentaire dont nous faisons partie en tant que filière nutrition et diététique. Et puis l'idée, c'est vraiment de partager des bonnes pratiques avec les institutions, notamment de la restauration, à tous les niveaux du canton, et puis d'avoir aussi une éducation pour viser le plus long terme, ce qui va prendre du temps, c'est clair, l'éducation c'est plus long que les changements de structure, mais c'est aussi nécessaire. Alors, il y a les questions, ces questions d'environnement, vous parliez de la tonne, et si on retourne au niveau de la santé, quand on regarde les courbes de surpoids dans les pays occidentaux, on se rend compte ces dernières décennies qu'on assiste à une flambée, une augmentation dans tous les pays. Donc, c'est bien une question qui est collective. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des politiques publiques, Isabelle Carrard? Ma réponse va ressembler au début à celle de Sidonie, c'est-à-dire que les mesures, elles peuvent être à plusieurs niveaux. Le premier niveau, évidemment, c'est que les politiques publiques fournissent de l'information à l'individu, par exemple au moyen de campagnes qui montrent les liens entre alimentation et santé, ou qui incitent à ce que la composition des aliments soit affichée sur tout ce qui est vendu en magasin, ou qu'il y ait des sigles qui indiquent les meilleurs choix, par exemple, pour aider l'individu à faire ses courses le mieux possible pour sa santé. Mais c'est vrai que les sigles, notamment, ou les petites lettres à lire, tout ça, c'est bien complexe. C'est de l'information qui peut même être contradictoire. Donc, c'est faire peser beaucoup de responsabilités sur l'individu uniquement si on veut espérer des résultats, alors que l'individu, il n'y peut rien, il fait le mieux possible. Mais là, c'est vraiment complexe. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait aussi des mesures structurelles qui soient prises, de la production jusqu'à la vente ou même à la publicité. Par exemple, avec des incitations pour qu'on produise des aliments plutôt sains, ou des mesures fiscales qui encouragent aussi à réduire le sucre, par exemple, dans les produits. On peut aussi réglementer la composition des aliments en limitant tout ce qui est quantité de sel, de sucre, de graisse, surtout des produits transformés dont on parle beaucoup.
On pourrait réglementer aussi, par exemple, la publicité pour les enfants notamment, ou interdire les distributeurs de certains aliments dans les écoles. Enfin, il y a beaucoup d'actions qui peuvent être prises. On peut aussi taxer, on parle des fois de taxes sur le sucre. Donc tout ça, c'est des mesures qui sont importantes, qui doivent être prises donc, au niveau structurel. Également, même si l'information, ça reste important, mais on ne peut pas faire peser les changements qu'au niveau individuel. Bien cette balance, on le voit, hein, l'individu, mais pas que, et puis les choix collectifs. Alors, on demande à tous les intervenants de venir avec un objet. Vous êtes aussi venu avec un objet. Est-ce que vous pourriez nous le décrire et dire pourquoi vous l'avez choisi, Carolina Cerquera? Oui, alors on a choisi de prendre un sablier. Pourquoi ? Pour illustrer le fait que les changements de comportement prennent du temps, qu'en parallèle, le temps est aussi compté, donc par rapport à l'impact environnemental, mais que chaque petit grain compte à plusieurs échelles, donc il faut qu'on continue à avancer, à faire des changements. Voilà. C'est une belle métaphore et ce sera le mot de la fin. C'était Santé Environnement, le podcast qui lit pour vous les mondes de la santé et de l'environnement.